Tu peux pas passer à côté de cette base d'anatomie, cette base de bioméca. Même si elle est redondante, je pense qu'elle est obligatoire. On manquait cette vision, je trouve, du corps qui s'adapte à la contrainte. On avait vraiment cette vision de la voiture qu'il faut économiser, entretenir régulièrement, et pas tu soumets ton corps à la bonne contrainte et il va se rendre plus fort. Moi, je sais que dans ma pratique, j'aime beaucoup expliquer aux patients. Lui expliquer un peu d'anat, lui expliquer pourquoi je fais chaque élément, pourquoi tel exercice, pourquoi la veille on a fait ça et aujourd'hui on le fait pas et on va faire plutôt une séance sur table. Donc ne pas essayer à questionner son thérapeute, à essayer de comprendre et d'être acteur de sa rééducation. Et ça en général quand c'est des sportifs, ils ont cette démarche de pas juste s'allonger et de plutôt vouloir pratiquer. Si t'as pas la mobilité de cheville nécessaire quand tu squattes par exemple, tu vas avoir un squat qui va de plus en plus ressembler à un good morning, donc avec ton tronc qui se penche vers l'avant. Et du coup toutes les contraintes que tu pourrais mettre cheville-genou, tu vas tout encaisser en lombaire. Si le patient il veut pas faire ce que tu lui dis, c'est qu'il a pas compris parce que toi tu ne voudras que son bien. Tu vois, si je lui dis il va faire de l'ostéo plutôt que de la kiné, c'est pas parce que je veux lui vendre une séance d'ostéo, je m'en fous. C'est parce que je pense que ça lui fera plus de bien. Et donc si lui il refuse, c'est que j'ai pas réussi à faire passer le bon message. Bienvenue dans ce nouvel épisode. Avant de commencer, je voudrais remercier notre sponsor pour le podcast, Moxy Monitor. Si tu suis déjà mon travail, tu sais que le Moxy est un outil que j'utilise beaucoup pour effectuer des tests, mais aussi pendant les entraînements au quotidien. Pour ceux qui ne connaissent pas encore le Moxy Monitor, c'est un appareil qui utilise la technologie de la spectroscopie au proche infrarouge, ou NIRS en anglais, pour mesurer la saturation musculaire en oxygène et le volume sanguin en temps réel. C'est un capteur non invasif qui se place sur la peau et peut être porté pendant tout type d'entraînement ou activité sportive. Les grimpeurs le portent sur leurs avant-bras, les joueurs de hockey sur la glace, les nageurs peuvent le porter dans l'eau. Je l'ai utilisé pour tester des joueurs de rugby, des athlètes de crossfit, des athlètes de sport d'endurance et bien plus. Le Moxy te permet d'individualiser les périodes de travail et de repos, d'optimiser la charge, les répétitions et les séries, d'identifier les seuils d'entraînement en temps réel et même de corriger les mouvements en fonction de ce que les données indiquent. Tu peux également utiliser le Moxy pour déterminer le facteur énergétique limitant d'un athlète ainsi que ses zones d'entraînement individuelles. Ce processus me permet de cibler le facteur limitant de l'athlète avec précision afin d'améliorer ses performances sans ajouter du volume superflu à son programme. Tu peux afficher et collecter les données sur une montre Garmin et tu peux également coupler le Moxy avec d'autres produits de testing physiologique tels que les systèmes VO2 Master, Pnoe et Cosmed VO2. Le Moxy est un produit que j'utilise depuis de nombreux mois avec beaucoup de succès et je le recommande vivement à tout coach, chercheur ou préparateur physique qui souhaite mieux comprendre et utiliser des données physiologiques dans le cadre de la santé, du fitness ou de la performance. Utilise le bon de réduction UPSIDE, UPSIDE pour un rabais de 5% sur moxymonitor.com/shop. Et maintenant, le podcast. Salut Aymeric, bienvenue sur le podcast, comment tu vas? Salut Sean, ça va? Mais écoute, merci beaucoup pour cette invitation. C'est un plaisir de te recevoir. Est-ce que tu peux, pour ceux qui ne te connaissent pas encore, te présenter s'il te plaît? Bien sûr, alors je m'appelle Aymeric, je suis sur Paris, donc moi je suis kiné du sport et ostéopathe, donc je suis diplômé depuis une petite dizaine d'années maintenant, et un grand pratiquant de CrossFit on va dire, qui a beaucoup changé, peut-être pas ma vie, mais en tout cas ma vision du corps et mon métier. Ok, super. Pourquoi kiné et ostéo? C'est une très bonne question. Moi, quand j'ai commencé déjà kiné, je connaissais pas trop le métier. Donc, en gros, j'ai appris qu'est-ce qu'était un métier de kiné en faisant mes études. J'ai adoré, mais à la fin de mon cursus, j'ai trouvé qu'il me manquait des outils, qu'il me manquait certains éléments de la vision du corps que j'avais pas. Donc, j'ai d'abord fait une formation en thérapie manuelle. Donc, c'était sur 2 ans. Donc, en gros, tu apprenais à manipuler, à faire craquer, etc. avec un bilan, évidemment. Je trouvais ça très intéressant, mais il me manquait un toucher. Donc après, j'ai fait 1 an de tissulaire, où vraiment on posait nos mains, on essayait de ressentir les tissus des patients. J'ai trouvé ça génial. Et après, il me manquait les liens. Et du coup, le lien en fait entre ces techniques structurelles, ces techniques tissulaires et le bilan complet, c'était l'ostéo. D'ailleurs, je suis parti sur 4 ans d'ostéopathie. Et maintenant, j'ai à peu près tous les outils que je voulais avoir en main pour traiter mes patients. Ok, on va partir du début. Pourquoi tu as commencé avec kiné? Qu'est-ce qui t'a attiré là-dedans? Vu que tu as mentionné que tu connaissais pas nécessairement le métier Ouais. avant de te lancer. Qu'est-ce qui t'a Alors, attiré? c'était un peu au pif. Moi, j'ai mon père qui bosse dans la finance. J'ai mon père qui bosse dans la finance, mais qui avait fait des études de kiné. Donc, lui, il me disait que c'était pas mal. Je voulais faire du médical, mais je voulais pas faire 10 ans d'études. J'aimais bien le côté social, etc. J'aimais bien le côté sportif. Donc, en fait, quand tu prends un peu tout ça, le premier métier qui ressort, c'est kiné. Donc, en fait, je suis parti là-dedans. La première année d'études, j'ai pas trop accroché. Donc, on faisait beaucoup d'anat, beaucoup de bioméca. Je me demandais si je m'étais pas planté. Et en fait, en deuxième année, quand on a commencé à intégrer les bilans, intégrer la démarche diagnostique, là, j'ai trouvé ça vraiment intéressant de me dire, OK,
j'ai l'impression qu'il a mal au dos, mais pourquoi il a mal au dos? Qu'est-ce qui a entraîné? Tu vois, un peu cette enquête, moi, je me vois vraiment comme un policier quand je suis avec mes patients à la recherche du coupable. Et c'est là où vraiment je me suis dit, OK, c'est bon, t'as trouvé ta voie, c'est ça qui te fait kiffer. Est-ce que, à ton sens, avec tout le cursus que tu as suivi jusqu'à aujourd'hui, est-ce qu'il y aurait peut-être moyen d'optimiser cette formation et d'avoir peut-être plus de sujets accrocheurs dans cette première année déjà, ou est-ce qu'il faut vraiment commencer avec ces bases d'anatomie et de physiologie avant de pouvoir avancer dans cette deuxième partie, comme tu l'as mentionné? Non, c'est une bonne question, mais pour moi, malheureusement, la base, tu dois l'apprendre. Tu peux pas passer à côté de cette base d'anatomie, cette base de bioméca, même si elle est redondante. Je pense qu'elle est obligatoire. Par contre, nos cours, en tout cas dans mon école, ils peuvent être améliorés. On peut sortir de ces bouquins d'anat, on peut aller moins profondément sur l'anatomie non plus, tu vois. On allait vraiment apprendre chaque relief osseux, je repense au fémur, aux 3 insertions du droit fémoral, tu vois. Aujourd'hui, est-ce qu'elles sont vraiment si importantes que ça? Je pense pas. Je pense que ça manque de pratique aussi sur les premières années. Tu Hmm. vois, j'ai appris l'os coxal, j'ai appris le fémur, le quadriceps, mais il a fallu que j'attende la fin de la première année, voire la deuxième, voire après mes études pour comprendre comment ça sert par rapport à un squat. Tu Ouais. vois. Donc c'est ce côté concret qui pourrait être intégré beaucoup plus tôt et rendre les études de kiné beaucoup plus ludiques et intéressantes. Ouais, donc comme tu dis, avoir une intégration en fait de ce côté biomécanique avec l'apprentissage de l'anatomie, parce que c'est bien sûr on doit avoir ces bases, mais on peut les apprendre ensemble aussi. On ne doit pas nécessairement apprendre toutes les parties et ensuite les remettre ensemble. On peut regarder le puzzle et comprendre comment chaque pièce s'imbrique. Ouais, c'est exactement ça. C'est pas faire d'abord la théorie puis la pratique, mais trouver une manière de pouvoir lier les deux. Je sais que moi je donne cours au STAPS aussi, et du coup le module c'est anatomie fonctionnelle et prévention des blessures. Mhm. Donc je vois que chez les STAPS niveau anatomie évidemment c'est beaucoup moins poussé, voire peut-être pas assez que ce que moi j'ai pu voir en kiné. Et quand je leur fais les rappels anatomiques, je leur dis pas juste l'épaule est une articulation qui présente à t'écrire 3 structures osseuses en lien avec des ligaments. Non, c'est voilà comment bouge l'épaule, mais voilà comment le sportif va la bouger et voilà pourquoi il y a ces éléments-là qui sont intéressants. Et j'ai quand même l'impression que ça les intéresse, en tout cas de ce qu'ils me disent, un peu plus que la manière un peu didactique, dichotomique, grand A, grand 2, grand 3, etc. Ouais, tu as un sens de, comme tu as dit, on a mentionné une partie, mais quels autres aspects du cursus du kiné pourraient être améliorés? Et à contrario, quels aspects, à ton avis, étaient vraiment bien développés et bien abordés durant ta formation? Ouais. Alors, ce qui peut être amélioré, mais là, malheureusement, je pense que c'est valable un peu pour toutes les formations, c'est la mise à jour des connaissances. Moi, j'ai appris beaucoup de choses en kiné que je n'utilise plus du tout aujourd'hui, voire où je vais même plutôt dans le sens inverse. Moi, j'ai quand même appris en kiné que me pencher en avant, c'était mauvais pour le dos. J'ai appris des grandes théories de renforcement des abaisseurs de l'épaule qui est plus du tout au goût du jour aujourd'hui. Mhm. Je pense vraiment qu'il y a un vrai travail de fond. Et ce qui est dommage, c'est que notre formation a été réformée il y a quelques années. On est passé de 3 à 4 années d'études en kiné. Et malheureusement, cette année supplémentaire, ils ont rajouté. C'est intéressant parce que d'un point de vue littérature scientifique, tout est en anglais. Donc, avoir des bases d'anglais, c'est intéressant. Mais après, d'un point de vue des connaissances, malheureusement, il n'y a pas eu une vraie refonte du programme. Donc ça, malheureusement, il y a tellement de choses qui pourraient être améliorées sur ces grandes connaissances. En tout cas, je te parle vraiment sur la kiné. On va appeler ça musculo-squelettique. Donc Mhm. vraiment les blessures rhumato-traumato. Tout ce qui est la neurologie, la pédiatrie, l'urogynéco qui fait partie de notre métier. Vraiment, moi, je l'ai complètement mise de côté et délaissée. Je l'ai appris pour valider mes modules, mais je la pratique pas aujourd'hui. Et ces patients, je les réfère. Donc là, je vais pas me prononcer, mais pour cette partie-là, en effet, et je sais que tu as déjà eu pas mal de kinés aussi sur ce podcast, avec des podcasts très intéressants. Et quand tu les écoutes, tu vois qu'on est tous sortis complètement de ce qu'on a pu apprendre dans la formation initiale. Limite, le seul truc à garder, c'est la natte, parce que ça bouge pas, ça reste la même pour tous, et c'est une vérité qui, mis à part quelques innovations en dissection qu'on aura retrouvées, restera la même pour toutes. Est-ce que c'est une approche qui est encouragée pendant ces études ou est-ce que ça tend plutôt vers à ce que tout le monde soit entre guillemets formaté la même chose? Parce que comme tu le dis, ben, les kinés pratiquants, ils vont partir, et je pense que c'est pareil avec les coachs de manière générale, vont partir vers leur centre d'intérêt ou vers Ouais. des prédispositions qu'ils ont peut-être pour certaines disciplines ou certains aspects du coaching ou de la préparation physique. Mais est-ce que c'est encouragé à l'école de faire un petit peu ta propre voie en parallèle à ce que tu apprends? Alors, à mon époque, j'aime bien
Parler comme ça fait un peu l'ancien, mais en tout cas, quand moi j'ai été étudiant, pas du tout. Vraiment, c'était t'apprends ça et point barre et tu poses pas de questions. Et en kiné, depuis, on va dire, 4-5 ans, il y a un vrai courant qui est parti, qui s'appelle le courant EBP, donc Evidence-Based Practice, où on essaye un peu plus de faire des choses parce que la littérature le valide, plutôt que parce qu'on nous l'a appris, avec des étudiants qui remettent de plus en plus en question les professeurs. Alors moi, je suis pas formateur dans des IFMK, donc dans des instituts de kiné, mais c'est des retours que j'ai pu avoir des formateurs. Il y en a qui aiment bien parce que ça permet de toujours remettre en question. Que c'est un peu relou, le mec qui te remet en question en permanence ce que tu dis. En tout cas, moi, pour être formateur aussi pour des kinés et du coup pour les stables, je trouve que les questions, si elles te déstabilisent, c'est que des fois tu bases un peu trop sur des acquis, donc c'est plutôt formateur aussi pour le formateur. Et en tout cas, sûrement grâce à Instagram aussi, où beaucoup de kinés se sont mis à parler, à vulgariser et à défendre la littérature. Je trouve que ça évolue bien, en tout cas sur ces dernières années là-dessus. Par rapport à certaines choses, tu as parlé des abaisseurs de l'épaule. Est-ce qu'il y a d'autres choses où tu as vraiment fait t'as changé de paradigme complètement par rapport à ce que tu as appris à l'école de kiné et ce que tu pratiques aujourd'hui? Ouais, alors on peut parler en effet du traitement de l'épaule avec le renfort des abaisseurs, le genou qui ne devait pas avancer sur les squats, mais ça je sais que les coachs ont eu cette révolution depuis quelques années, bien que maintenant ça commence vraiment à rentrer dans les mœurs, en tout cas moi dans l'univers avec lequel je tourne. Se pencher en avant, c'est mauvais, et au contraire creuser en arrière ou le mouvement du cobra va pincer ton disque, ça pareil, c'est euh, une vraie évolution. Le port de charge est mauvais. Ça, pareil, je l'ai appris, il faut pas porter trop lourd, c'est mauvais pour votre dos. En fait, on manquait cette vision, je trouve, du corps qui s'adapte à la contrainte. On avait vraiment cette vision de la voiture qu'il faut économiser, entretenir régulièrement, et pas tu soumets ton corps à la bonne contrainte et il va se rendre plus fort. Et en fait, c'est un peu valable pour toutes les blessures que on peut avoir, le traitement de l'entorse de cheville. En aucun cas, j'ai vu en kiné qu'il fallait repartir dans le mouvement de l'entorse à la fin de la cicatrisation pour réhabituer ton ligament. Donc en fait, pour toutes les articulations, c'est plus, tu vois, une vision du corps limite qui serait différente que des grands concepts, même si évidemment il y en avait comme il faut absolument faire des abdos quand tu as mal au dos. Si on part maintenant sur cette facette réathlétisation, retour de blessure, de ton point de vue, est-ce qu'il y a dans les grandes lignes des choses qu'il faut faire et des choses qu'il ne faut pas faire? Bien sûr, ça va être spécifique à chaque cas particulier, mais dans les grandes lignes, est-ce qu'il y a quand même des choses qui peut-être sont souvent peut-être encouragées par les médecins qui ne devraient pas l'être et vice-versa? Alors, pour moi, sur ce qui va être, on va dire, fin de rééducation et réathlétisation, l'élément le plus important, ça va être à quel moment le kiné doit passer la main. Parce qu'aujourd'hui, mis à part un kiné qui se serait formé en prépa physique, tu vois, ou qui aurait fait des formations spécifiques, on n'est pas du tout apte à accompagner le patient jusqu'à la fin de sa rééducation. Franchement, j'en ai conscience, sauf si depuis 2-3 ans, le cursus initial a encore changé. Mais moi, toutes mes notions de programmation, et encore, je le mets entre guillemets parce que je me considère pas comme étant la meilleure personne pour programmer quelqu'un par rapport à un coach. Mais une personne qui vient de se faire une entorse de cheville, à quel moment je réintègre du squat, à quel moment je donne du renfort plutôt du 5x10 ou plutôt du 5x5, tu vois, quelle charge je vais utiliser, à quel moment je le fais sprinter, à quel moment je le fais changer, tu vois, ça on le voit pas dans notre cursus initial. Donc soit tu t'es formé après, soit il faut savoir à un moment, c'est plus à moi, c'est à un coach ou un préparateur physique, ou vraiment, tu vois, cette parcelle entre les deux, et cette limite, elle est hyper floue. Je pense qu'il y a des kinés qui, par question d'ego, n'osent pas passer la main, et sûrement n'emmènent pas le patient aussi loin qu'il pourrait aller. Ce qui peut expliquer des fois des récidives ou des patients qui derrière régressent ou compensent ailleurs. Et donc, toi, je sais que tu es formé ou tu t'es formé par la suite dans ces paramètres-là pour mieux pouvoir accompagner tes patients et tes clients plus loin dans leur rééducation, leur athlétisation. Mais pour peut-être les kinés qui ne le sont pas et qui peut-être ne le souhaitent pas, est-ce que tu les encouragerais à trouver un coach dans les environs avec qui ils pourraient collaborer et justement avoir cette transition? Parce que comme tu l'as dit, c'est pas d'un jour à l'autre, ça passe du kiné au coach. Il y a une transition, il y a un spectre. Et donc, qu'est-ce que tu préconiserais dans ce cas-là? Ouais. Alors moi, comme tu le dis, ça ce serait un monde un peu utopique, mais qui serait génial, où à un moment donné, chaque kiné aurait un coach avec lequel il peut échanger en permanence. Tu vois, les échanges interdisciplinaires sont hyper intéressants, et la personne qui sera le plus gagnant, ce sera toujours le patient ou le client, tu vois, qui sera au centre de cet échange. Et pour un kiné qui ne sait pas à quel moment il doit référer, ben en fait, il faut qu'il se demande à quel moment il ne sait plus quel exo donner ou comment faire progresser son patient. Nous, en kiné, on voit assez peu combien de nombre de répétitions, combien de séries, combien de temps de repos et dans quel but.
Et le grand truc que les kinés qui se seraient pas intéressés au sujet vont faire, c'est du 3x10. Tu vois, c'est le truc qu'on entend partout, rotation externe d'épaule 3x10, un peu de squat 3x10. Et en fait, quand tu considères que ça, c'est dépassé et que ton patient, il le fait déjà depuis 3 semaines et qu'il est facile, et que toi, tu sens que tu es limité, bah, c'est le moment où il faut que tu passes la main. Tu vois, c'est le moment où il faut que tu trouves une personne qui, elle, pourra varier, elle pourra programmer de manière beaucoup plus intelligente et efficace que ce que toi, tu serais capable de faire. Et en même temps, cette collaboration avec un autre praticien peut aussi, toi, t'amener des connaissances en tant que kiné et te faire évoluer. Totalement, totalement. Et moi, une bonne partie des connaissances que j'ai aujourd'hui, je les ai acquises en échangeant avec des coachs. Tu vois, j'ai lu quelques bouquins très intéressants, tu vois, dont la vie de la prépa physique, ça a été le premier gros bouquin non kiné que j'ai commencé à lire, qui m'a vraiment aidé sur ma prise en charge de patients. Et après, j'ai pratiqué énormément de CrossFit et j'avais la chance de pas juste faire le WOD de la boxe et repartir, mais de rester longtemps avec les coachs. J'ai eu beaucoup de coachs aussi en patient, donc du coup, on échange et d'avoir des coachs en patient, c'est hyper intéressant parce que eux, ils vont te questionner justement. Rotation latérale d'épaule, ok, pourquoi 3x10? Pourquoi telle résistance dans ton élastique, tu vois? Et là, tu te remets en question et donc tu échanges, ok. Et tu te rends compte que au final, un muscle qui travaille en endurance, 3x10, c'est pas hyper intéressant. Donc tu vas faire du 5x15, puis tu vois que les résultats sont différents. Le coach, il va avoir l'habitude que son athlète, il aille jusqu'à une fatigue musculaire, tu vois, sans parler d'épuisement, et il va te demander pourquoi toi tu le fais pas. Et donc moi, c'est vraiment comme ça que j'ai pu évoluer, en plus de certaines lectures et de ce que j'ai pu apprendre. Et cet échange avec les coachs, il a été hyper instructif. Je pense que j'espère permis aussi aux coachs d'avoir une vision sûrement un peu plus anatomique, un peu plus biomécanique, que eux n'ont pas toujours. Mais pour moi, ouais, c'est un échange qui est primordial. Et les coachs comme les kinés ont à y gagner, j'en suis convaincu. Et ensuite, pour les patients, pour quelqu'un qui serait en phase de réathlétisation, quels conseils aurais-tu à leur donner de manière générale? Est-ce qu'il y a des choses à éviter et des choses au contraire à mettre en avant? Ouais, bah questionner son kiné, même si c'est relou pour le kiné, c'est hyper productif. Moi, je sais que dans ma pratique, j'aime beaucoup expliquer aux patients, lui expliquer un peu d'anat, lui expliquer pourquoi je fais chaque élément, pourquoi tel exercice, pourquoi la veille on a fait ça et aujourd'hui on le fait pas et on va faire plutôt une séance sur table. Donc ne pas hésiter à questionner son thérapeute, à essayer de comprendre et d'être acteur de sa rééducation. Et ça, en général, quand c'est des sportifs, ils ont cette démarche de pas juste s'allonger et de plutôt vouloir pratiquer, pratiquer. Et à un moment aussi, si ça stagne en rééducation, d'être capable de dire à son kiné et de lui demander d'autres choses. À un moment où tu vas en kiné, tu vas partir dans ton truc et ton patient, il ose pas te dire que ça va pas mieux, alors il te dit, ouais, c'est vrai que peut-être que j'ai un petit peu moins mal. Non, tu vois, il faut que ce soit franc. Moi, je dis toujours, c'est pire, c'est mieux ou c'est pareil. Et si tu as besoin de réfléchir, c'est que c'est pareil, tu vois. Il faut que si je te demande est-ce que c'est mieux, tu me le dis direct. Si c'est pas le cas, il faut qu'on tourne. Il faut qu'on trouve d'autres exos, il faut que je te redirige vers un coach, vers un podologue, vers un ostéo, etc. Mais il faut pas que ça stagne. Si au bout de 3-4 séances, 3-4 semaines, c'est dans la même situation que ça évolue pas, que ce soit sur ta performance, enfin, en tout cas pour la raison pour laquelle tu vois ton kiné, il faut que ça change. Et si le kiné est pas capable de se remettre en question ou de te proposer de nouvelles solutions, bah c'est à toi dans ce cas-là de prendre les devants, de trouver un autre spécialiste, donc soit un coach, soit un autre thérapeute, mais il faut que ça bouge. Et pour toi, en tant que kiné, si tu es dans une situation comme ça, si ton patient te dit que ben, ça va pas mieux, comment est-ce que tu discernes entre ben, je vais essayer quelque chose d'autre et je vais référer à quelqu'un d'autre? Alors déjà, moi j'ai la chance dans mon cabinet où tous les patients, quasiment, sont vus par un kiné différent en permanence. Donc par exemple, tu viens au cabinet, le lundi tu auras une séance avec moi et le jeudi tu auras une séance avec mon collègue. Donc déjà, dès qu'il y a un patient avec lequel on stagne, et j'en ai, hein, franchement, j'en ai et ça m'arrive, j'en parle avec mon collègue. Ok, lui il a mal au dos, qu'est-ce que t'en penses? Ok, d'après toi, qu'est-ce qui fait mal? Le disque? Ok, on va mettre ça en place pour son disque. On voit que ça change rien. Au bout de 3-4 séances, on en discute. Ah, c'est peut-être pas ça. Qu'est-ce qu'on fait? Soit tous les deux, on a des nouvelles idées de diagnostic, on a mis en place des nouveaux tests qui nous appellent, tu vois, cette fameuse enquête dont je te parlais. Soit tous les deux, on est un peu dans le flou, genre, ok, on sait pas, on arrive à la limite de nos connaissances. Qu'est-ce qu'on fait? Est-ce que, on demande un examen complémentaire? Peut-être qu'il y a un truc qu'on n'a pas mis le doigt dessus et une IRM pourrait nous aider, une échographie pourrait nous aider. Soit c'est pas le cas, et donc dans ce cas-là, vers qui on dirige? Et là, après, c'est intéressant, du coup, d'où les échanges, c'est de savoir qui fait quoi. Et par exemple, tu vois, les médecins, en tout cas en France, ne savent pas ce que font les kinés. Donc, ils renvoient très peu vers le kiné. Et du coup, moi, j'ai la chance d'avoir énormément échangé avec des coachs, d'avoir des chirurgiens avec qui j'échange beaucoup. Je suis souvent allé au bloc avec des chirurgiens. Je suis en train de plus en plus de travailler avec des podologues. Je suis pas encore assez calé sur ce que eux peuvent avoir à proposer. Parce que si tu sais pas ce que peut proposer l'autre, tu sais pas à quel moment tu peux rediriger. Tu vois? Et au lieu de dire, bon, bah, je sais pas quoi faire, va voir le podologue, peut-être que ça va aider. Non,
Là, j'ai l'impression que ton problème, il est plutôt d'ordre posturaux. Ok, va voir un podo, je suis pas formé, ça pourra t'aider. Ok, là, j'ai l'impression qu'il y a un truc, on n'a pas trouvé ce que c'était, on va faire une imagerie. Et si tu fais une imagerie, j'ai l'impression que c'est plutôt un tendon ou un muscle qui aurait mal cicatrisé. Ok, fais une écho. Non, j'ai l'impression qu'il y a plutôt un conflit. Ok, va faire une IRM, tu vois. Et comme ça, ce qui devrait être le rôle du médecin, moi de base, dans ma vision, c'était le médecin qui centralise, en tout cas en France, parce que de toute façon, tu dois passer par le médecin pour avoir toutes tes ordonnances. Et le médecin redirige. Ben, moi, dans mon métier de kiné axé sport, j'ai l'impression d'avoir un peu ce rôle de je prends mon patient, je fais ce que j'ai, et quand je sais pas, j'arrive à savoir qui pourrait proposer des alternatives et je redirige en fonction. Tu as parlé de l'imagerie dans le cadre de problèmes que tu arrives peut-être pas à déceler toi-même. Quels sont les avantages et les inconvénients Ouais. de passer par ce procédé-là? Alors, le gros inconvénient de l'imagerie, c'est qu'il y a beaucoup d'études qui te montrent qu'on peut avoir des imageries, on va dire positives, donc qui vont nous montrer des pathologies sans que le patient n'ait de douleur. Les deux plus grosses études connues ont été faites au niveau du rachis lombaire et au niveau de l'épaule. Au rachis lombaire, ils ont pris des patients de différents âges, 20, 30, 40, etc. Et globalement, plus t'es vieux, plus t'as de l'arthrose, plus t'as d'hernie discale, plus t'as de mouvement discal, plus t'as de sténose lombaire, sans douleur. Et au niveau de l'épaule, ils ont fait des échographies. Plus t'es vieux, plus t'as de tendinite du biceps, de supraépineux, des conflits, de l'arthrose, des calcifications, etc. Donc ça, c'est un peu le piège de dire, OK, t'as mal à l'épaule, donc on va te faire des ondes de choc parce qu'on a vu une calcification. C'est pour ça que je la mets rarement en première intention. Je préfère me baser d'abord sur mes tests et sur mon ressenti, sur l'histoire du mouvement sur lequel il aura mal. Mais par contre, il y a des fois où je me dis peut-être que là, il y a quelque chose qui gêne, qu'on ne peut pas déceler à la main nue et qui va m'aider. J'ai deux exemples en tête, tu vois, sur les patients récents. Il y en a un patient que j'ai en ce moment qui vient me voir, crossfitter, douleur à l'arrière de la cuisse et au lombaire suite à une séance de deadlift. Globalement, moi, dans ma tête, c'est soit une sciatique, donc une douleur référée du nerf sciatique, on va dire, pour vulgariser, donc le nerf qui viendrait le faire mal, ce qui est tout à fait possible avec une séance de deadlift, soit son ischio-jambier. Je fais tous mes tests lombaires et sciatiques, tout est négatif. Donc je me dis, c'est quasiment sûr que c'est son ischio. En plus, il a la triade douloureuse, donc il a mal à la contraction, étirement et palpation. Du coup, je pourrais ne pas faire l'imagerie, mais l'imagerie, si c'est bien une lésion musculaire, me permettra de connaître la taille de la lésion et, entre guillemets, où est-ce qu'il est dans sa cicatrisation. Donc ça, c'est hyper utile. Un deuxième exemple, une patiente qui est opérée des ligaments croisés. Elle a une douleur à l'arrière du genou en fin de flexion. Et là, dans mon idée de diagnostic, toujours pareil, j'ai éliminé 2-3 éléments particuliers. Moi, il me reste soit un problème méniscal, soit mes tests ne sont pas fiables, donc je ne peux pas différencier lequel des deux je vais avoir. Donc là, l'imagerie va m'aider, parce que moi, mon traitement sera pas le même. Si c'est un kyste popité, globalement, en kiné, tu vas avoir très peu d'action, peut-être drainer, mais ça va plutôt être la gestion de sa charge d'entraînement. Alors que si c'est méniscal, soit s'il y a une vraie lésion de son ménisque, et dans ce cas-là, je réfère au chirurgien, soit c'est, on va dire, plutôt ostéopathique, genre un ménisque qui pourrait ne pas avoir le bon glissement et compagnie. Et là, j'ai toutes mes techniques manuelles qui pourront être efficaces. Tu vois, donc c'est plus dans ce sens-là que de me dire, OK, lui, il a mal au dos, je sais pas ce qui lui fait mal au dos, je vais faire mon imagerie pour m'aider. C'est plutôt dans ce sens-là. Et après, dernier point, pour les problèmes de dos, les imageries peuvent aider à éliminer ce qu'on appelle des red flags, donc des éléments qui sont pas du tout pour nous, qui peuvent être des urgences, ou alors des trucs où je n'aurais pas du tout d'action. Donc, par exemple, un antélesthésie, donc une partie de mon sacrum qui va fortement plonger, qui peut être une contre-indication à certains exercices. Bah, ça, une imagerie, moi, j'ai pas vraiment de quoi la déceler, ce serait hyper intéressante. Ok, très intéressant. Tu as parlé plusieurs fois des thérapies manuelles. Qu'est-ce que ça a apporté à ta pratique d'aller poursuivre ces formations complémentaires? Alors, ça m'a apporté deux choses, ces formations, donc aussi bien thérapie manuelle qu'ostéo. Ça a été la vision du corps et du bilan et les techniques à proprement parler. C'est-à-dire que aujourd'hui, il y a des situations où j'ai quand même besoin de mes mains, même si je suis un pro de la kiné actif, de donner des exercices, j'ai quand même besoin de mes mains pour, on va pas dire remettre en place, parce qu'on sait qu'on remet rien en place, mais en tout cas pour faire bouger le patient dans le bon sens. Il y a des fois, les techniques manuelles qu'on peut avoir, elles vont avoir des énormes effets efficaces sur la douleur. Et il y a des fois, on va pas se mentir, le patient, il le veut. Un sportif, s'il veut que ça craque au niveau thoracique, tu pourras lui faire les meilleures séances du monde. Si tu lui as pas fait péter sa T4, il aura toujours mal. Et j'ai déjà eu le cas, hein, des collègues à moi, même, hein, qui le savent. Tu leur fais tout, du tissulaire, tu mets les mains, tu mobilises, etc. Ils te disent, ouais, ça me fait du bien. Tu prends, tu le mets sur le dos, tu sautes dessus, ça craque. Il te dit, OK, c'est ça, c'est de ça dont j'avais besoin.
Donc, il y a aussi cette partie-là. Ouais, c'est l'une des raisons aussi pour laquelle j'ai fait ostéo, parce que dans le milieu du sport, les sportifs, ils veulent ça, tu vois. Après, il y a cette vision un peu faussée de j'ai mon corps qui se déplace. Donc là, après, c'est à nous, en tant que thérapeute, de se battre pour remettre les bonnes pensées dans l'esprit des gens, pour éviter que ça se chronicise, on pourra en reparler. Et ça, c'est le premier point. Et après, le deuxième point, qui est extrêmement intéressant, c'est cette vision diagnostique, tu vois, cette fameuse inspection policière, on va dire. Et cette vision en lien du corps. Ça, c'est plus l'ostéopathie qui me l'a apporté. Comment un pied peut entraîner un problème lombaire ou un lombaire entraîner un problème de pied. Et ce diagnostic différentiel, tu vois, que je t'ai un petit peu teasé avec mon patient qui a mal au genou ou qui a mal dans la cuisse, c'est j'ai tous ces éléments-là qui peuvent me faire mal au dos. Maintenant, j'en ai 10, je vais les éliminer un par un. Test neuro négatif, j'en ai éliminé un. Test articulaire négatif, j'en ai éliminé deux, etc. Et tu tries. Et cette recherche, cette enquête, ça m'a vraiment, vraiment aidé. Dans le Donc, cadre autant pour le bilan. Bon. Vas-y. Je t'ai perdu sur la fin de autant sur Autant le bilan. pour le bilan que pour le traitement, en tout cas, ça m'a aidé. Ok, super. Toujours dans le cadre de ces thérapies manuelles, est-ce que, à ton sens, il y a certaines techniques qui sont sous-cotées et d'autres qui sont sur-cotées, ou est-ce qu'à ton avis, elles ont vraiment toute leur place à part égale dans ta pratique? Alors, si elles sont dans ma pratique, c'est qu'elles ont toutes le même niveau. Par contre, dans ma pratique, je n'ai gardé qu'une partie de ce que j'ai appris. Par rapport à l'ostéopathie, parce que la thérapie manuelle, c'est un peu compliqué, c'est une sorte d'un peu de super kiné, donc c'est un peu compliqué. On va partir sur l'ostéopathie. Il y a vraiment tout un champ de l'ostéopathie que j'ai volontairement un petit peu abandonné. Parce qu'avec le temps, j'avais de plus en plus de mal à y croire. On va quand même très loin en ostéopathie, d'accord? Donc là, vraiment, ça n'engage qu'à moi. Je pas que ce que font les ostéopathes, c'est faux, mais en tout cas, c'est plus ma vision aujourd'hui. Mais placer ma main, par exemple, au niveau du crâne et venir ressentir au niveau certains mouvements du cerveau pour traiter une cervicale, c'est plus ma vision du corps humain aujourd'hui. Et si la cervicale fait mal, j'aurais du mal à penser que ce soit ça la cause. Donc, j'aurais tendance à dire, oui, ces techniques sont peut-être un petit peu surcotées parce que je n'y crois plus. Et pourtant, on me les a enseignés, et les profs qui les pratiquent y croient. Il y a des super ostéopathes qui ont des très bons résultats, et tant mieux. Mais c'est plus ma sensibilité de thérapeute aujourd'hui, tu vois, d'aller aussi loin dans le ressenti. Et du coup, je les considère un peu surcotés. Sous-cotés, ou je pense pas. Je pense pas qu'il y ait de techniques qu'on fait pas assez. Quand j'ai commencé ma formation en ostéo, et en tant que jeune kiné, je me disais, il faut absolument que j'apprenne la technique qui va permettre de faire du bien. Je pense qu'en fait, une technique surcotée pour un patient sera sous-cotée pour un autre. Et des fois, un patient, il voudra absolument que tu le manipules et tu pourras lui faire le meilleur exercice de renforcement. Ça lui fera. Le patient, il fait craquer, même un truc très léger, il va avoir mal pendant 4 jours. Donc en fait, c'est plus patient dépendant, à mon avis, que thérapeute dépendant. Et le bon thérapeute, c'est celui qui maîtrise toutes les techniques et qui arrive à s'adapter au patient. Mais ça me paraît compliqué. Donc, en parlant de ça, c'est une bonne transition. Comment est-ce que tu trouves un bon équilibre entre ces deux grandes facettes de ta pratique, kiné, ostéo? Comment est-ce que tu équilibres un petit peu les deux? Alors, elle est assez difficile à équilibrer parce que la frontière entre les deux professions est assez floue, surtout d'un point de vue des techniques. Je t'avoue que quand ça craque, globalement, je sais que c'est de l'ostéo. Mais il y a plein de techniques où il y a plein de fois au cabinet, je ne sais pas ce que je fais. Enfin, je sais ce que je fais, mais je ne sais pas si je fais de la kiné ou si je fais de l'ostéopathie. Là où je différencie le plus les deux métiers, ça va plutôt être dans la vision du corps humain et la vision en chaîne et la part du renforcement musculaire. Un patient qui vient me voir pour une séance d'ostéo, je vais pas passer énormément de temps sur du renforcement musculaire. Et si je pense que je lui dis, on va se revoir en kiné, tu vois, pour faire cette partie renfo. Et ça m'est déjà arrivé des fois d'avoir des patients en ostéo, et à la fin de l'interrogatoire, je leur dis, je veux bien vous faire une séance d'ostéo, mais je pense qu'aujourd'hui, vous avez besoin de séance de kiné, et je peux vous faire une première séance de kiné, et en général, ils étaient assez ouverts. J'en ai eu une fois, un patient opéré des ligaments croisés qui avait fait que 2 mois de rééducation, sachant qu'un croisé, en général, c'est plutôt 9 à 12 mois de rééduc, qui vient pour des douleurs sur le genou opéré 2 ans après, à la course à pied. Je le dis globalement, je peux vous faire une séance d'ostéo, mais là, tu n'as même pas 50% de ton volume musculaire gauche-droite. Ça me paraît assez logique que tu aies mal au genou. Donc là, je lui ai dit, on fait de la kiné, tu es content, on a fait du renfo, tu vois. Donc c'est plus sur cette démarche-là et cette vision un peu plus holistique de l'ostéopathie, un peu plus en chaîne. Quelqu'un qui vient me voir pour un problème de dos en kiné, j'irai pas spécialement checker la cheville dès la première séance. En ostéopathie, j'irai directement la voir. Donc c'est un petit peu ces éléments-là qui me permettent de différencier, mais la frontière, elle reste assez difficile à poser.
poser des fois. Est-ce que ça t'est déjà arrivé d'avoir des patients qui étaient réticents à tes conseils quand il en est de passer de l'un à l'autre ou de l'autre à l'un? Pas énormément, pas énormément et je pense que l'une des raisons à ça, c'est que je fais énormément attention à mon discours et je me suis beaucoup renseigné aussi sur les mots à utiliser avec le patient. Hmm. Et j'ai la chance, en tout cas, je trouve, d'avoir des patients qui sont toujours très réceptifs à ce que je leur dis. Après, j'ai fait aussi une formation en PNL qui m'a aussi beaucoup aidé à communiquer avec les patients. Et ça, c'est une vision de la kiné, par exemple, c'est vrai qu'on n'en a pas parlé, qui n'est absolument pas abordée. Et en fait, j'ai commencé à m'intéresser à la PNL et au discours aux patients quand j'ai commencé à prescrire plus d'exercices à mes patients et que mes patients ne faisaient pas mes exos. Et là, je me suis dit, je leur dis qu'il faut faire les exos, ils font pas leurs exos, il y a un problème. J'arrive pas à faire passer le bon message. Et donc, je fais très attention à ce que je dis, aussi parce que j'ai vu pendant mon mémoire d'ostéo que les mots qu'on utilise avec nos patients peuvent avoir un vrai effet nocebo. Donc, c'est le deuxième point qui me fait dire, fais gaffe à ce que tu dis et va pas dire que tu as un bassin décalé et que tu as un disque inflammé parce que là, ton patient, tu vas le rendre chronique directement. Donc, ces deux aspects-là font que je fais très attention, j'écoute quel type de vocabulaire il va utiliser, je regarde donc quand je l'écoute, c'est un mec qui est plutôt un gros bourrin qui veut de la performance. Est-ce que c'est plutôt une femme un peu sensible qui veut plutôt du confort et du bien-être, tu vois? Et en fait, en fonction de ça, j'arrive à formuler de la bonne manière pour que le patient comprenne. Parce que si le patient, il veut pas faire ce que tu lui dis, c'est qu'il a pas compris. Parce que toi, tu ne voudras que son bien. Tu vois? Si je lui dis, va faire de l'ostéo plutôt que de la kiné, c'est pas parce que je veux lui vendre une séance d'ostéo, je m'en fous. C'est parce que je pense que ça lui fera plus de bien. Et donc, si lui, il refuse, c'est que j'ai pas réussi à faire passer le bon message. S'il comprenait, s'il était dans ma tête, il accepterait, il voit qu'il aurait tous les bénéfices à en tirer. Donc, une fois de plus, un thérapeute qui n'a pas l'adhésion de son patient, c'est rarement la faute du patient, c'est plutôt la faute du thérapeute. Et donc, tu as parlé de PNL par rapport à si tu penses aux années que tu as pratiquées sans avoir ces compétences et ces connaissances-là, quelles étaient tes plus grosses erreurs en termes de vocabulaire, de mots utilisés et de façon de parler à tes patients? Les principales erreurs, c'est penser que ce qui vaut pour moi vaut pour tout le monde. Donc moi, je suis très sportif, j'adore le crossfit et compagnie. Si tu veux me faire quelque chose, il faut que tu me parles crossfit, il faut que tu me dises que je vais faire un plus 10 kg PR en back squat ou que je vais augmenter mon montant sur un frame. Là, je vais faire ce que tu veux, tu vois. Et donc ça, j'avais tendance à utiliser cette fameuse carotte avec tous mes patients. Et en fait, ils en ont rien à faire. Ce qu'ils veulent, c'est de plus avoir mal, tu vois. Ça, c'était le premier point. Deuxième point, trop vouloir expliquer. Tu vois, moi, j'adore comprendre, une fois de plus. J'adore qu'on m'explique l'anatomie, j'adore comprendre pourquoi j'ai mal, etc. J'ai été beaucoup blessé. Je pense que c'est une vraie chance en tant que thérapeute. Et j'ai adoré comprendre pourquoi je m'étais blessé, pourquoi j'avais mal, pourquoi je guérissais pas, etc. Mais tout le monde ne veut pas comprendre. Il y a des patients, ils veulent juste aller mieux et ils en ont rien à faire. Et plus tu vas leur expliquer, plus ils vont devenir réticents parce que tu les embrouilles, ils ont peur des mots que tu utilises, ils veulent pas savoir si c'est un tendon, un ligament. Donc, une fois de plus, je voulais appliquer à moi-même, les recettes qui ne marchaient pas avec mes patients. Donc ça, c'était le deuxième point. Et troisième point, après, mais ça c'est un peu plus fin, c'est essayer de comprendre les canaux de communication. Mais là, ça va bien un peu plus poussé. Il y a des gens qui sont visuels, il y a des gens qui sont auditifs, il y a des gens qui sont plutôt kinesthésiques. Et donc, essayer de parler le même langage. Donc ça, c'est difficile. J'ai encore du mal aujourd'hui à le mettre concrètement en pratique. Mais essayer de parler le même langage, ça aide vachement aussi à mieux faire intégrer ton patient. Ouais, et donc maintenant, par exemple, est-ce que tu peux donner 2-3 exemples concrets de façon de tourner une phrase ou de mots utilisés pour faire passer un certain message à tes patients? Ouais. Alors déjà, à la fin de mon interrogatoire, qui est déjà très très long, parce que je ne coupe plus mon patient. Premier élément, interrogatoire, ne pas interrompre son patient. Je crois qu'un kiné coupe la parole du patient au bout de 11 secondes, si je dis pas de bêtises. C'est hyper rapide. C'est-à-dire que maintenant, je le laisse parler. Après, pendant l'interrogatoire, le langage non verbal, donc ça va être de montrer à mon patient que j'écoute ce qu'il me dit. Je le regarde dans les yeux. Je fais des petites reformulations. Je confirme. Tu vois, il voit que je suis avec lui. Je suis pas sur mon téléphone. Je suis pas en train de m'ennuyer. Je suis pas en train de boire mon café. Je suis à 100% avec lui. Et ça dure pas mal de temps. Normalement, c'est à peu près un quart d'heure. Moi, je peux vite y passer 20-25 minutes. Tu vois, la première séance pourrait durer 1 heure. Une fois que c'est fait, je reformule l'intégralité des éléments importants. Donc, quand il m'a parlé pendant 20-25 minutes, j'essaye en 5 mots de faire ressortir les éléments importants. Si ça t'y arrive, le patient il me dit, il va se dire, OK, il a compris pourquoi je suis là, il a compris pourquoi j'arrive là. Tout de suite, tu l'as convaincu, il sait que tu es avec lui, il sait que tu n'as pas pensé à ta liste de courses. Tu vois, là, tu l'as fait adhérer à ton traitement. Ensuite, je lui demande, chose que je faisais pas, OK, maintenant, d'après toi, pourquoi tu as mal au dos et qu'est-ce qui va te faire aller mieux? Et ça, c'est hyper intéressant parce que je le faisais jamais.
Et t'as des patients, ils vont te dire, ils en savent rien. Ok, nickel. Et t'en as des patients, ils te sortent des trucs de ouf. Du genre, tu vois, des gens comme toi et moi qui te diraient, mon dos il est foutu, je vais plus jamais pouvoir faire de sport de ma vie, ou alors il me faut absolument des massages. Quand toi tu sais qu'il a juste besoin de faire du renfo de sa chaîne post, bah en fait tu sais que tu vas devoir déjà déprogrammer ça avant de lui proposer son renfo. Et là où dès la première séance avant on partait sur du deadlift et du good morning, bah maintenant peut-être que je commence un peu par des massages, même si je suis pas sûr que ce soit efficace, mais pour lui montrer que je l'ai écouté et que je l'ai compris. Et puis à la fin, il me fera quand même un peu de tempo. Et puis à la fois d'après, un peu moins de massage. Et puis un peu moins de massage. Et puis au final, je l'amènerai quand même, mais de sa manière. Mmh. Et un dernier point un peu concret, intéressant, c'est de demander son feu vert au patient avant de lui donner ton diagnostic. Tu vois, c'est OK, j'ai fait mon bilan. Est-ce que vous voulez que je vous explique ce que vous avez? Tu vois, et dans 99% des cas, ils te disent oui. Mais en fait, de demander la permission au patient pour lui donner ton avis sur son état, il se sent beaucoup plus à l'écoute, beaucoup plus investi dans sa rééducation. Et en fait, c'est des trucs tout bêtes qui, moi, m'ont fait un peu bizarre la première fois qu'on me l'a fait, mais qui en fait intéressant pour créer une vraie relation soignant-soigné et pas avoir le thérapeute au-dessus qui traite le patient et le patient qui écoute ce qu'on lui dit. Tu vois, une sorte de hiérarchie. Non, on est sur le même plateau d'égalité. On est deux humains et ensemble, on va aller voir quel est ton objectif. On va regarder comment on va pouvoir le mettre en place. Ouais, j'ai eu pas mal de chance. Je me retrouvais dans tes propos par rapport tu parlais de l'interrogatoire ou de la première rencontre avec le patient pour toi, le client pour nous les coachs ou l'athlète. Et c'est vraiment cette idée d'avoir, et j'ai eu de la chance tôt dans ma carrière d'avoir des gens qui m'ont orienté dans cet aspect-là des choses, de vraiment en fait faire en sorte que cette première interaction forme une base très très solide pour la suite des interactions qui vont se passer, parce qu'on le sait. Enfin, après, pour toi, ça dépend peut-être, ça va dépendre de la nature du problème. Ils vont certainement pas devoir te voir chaque semaine pendant des années, mais dans le cas de quelqu'un qui commence, qui veut se remettre en forme ou qui a des objectifs de performance, etc., en termes de, on va dire plus côté fitness de manière générale, ça va nécessiter des semaines et des semaines et des mois de travail, et que ce soit avec le coach ou pas, des années en continu, parce qu'on sait que ça s'arrête jamais, il y a jamais vraiment de fin, et il faut vraiment établir cette communication au départ. Il faut montrer que tu as entendu, il faut, comme tu l'as dit, reformuler et simplement réexpliquer avec tes propres mots ce que eux t'ont dit, pour que, comme tu l'as dit, ils comprennent ce que tu es là avec eux. Et une chose que tu as dit aussi, c'est leur demander qu'est-ce qu'eux ils pensent devoir faire, parce qu'en général, ça te donne des fois, comme tu l'as dit, des réponses un peu bizarres, mais souvent, ce que j'ai trouvé, c'est des pistes de travail qui sont concrètes, et c'est des choses qui, si la personne le sait déjà, vont être beaucoup plus faciles à mettre en place que si toi, tu essayes d'imposer quelque chose qui va peut-être, à ce moment-là dans le temps, à l'encontre de leur philosophie ou de leur façon de voir les choses. Ouais, c'est exactement ça. Et le mieux, on t'a formé, ou en tout cas, tu as été accompagné à ça. Tu vas me dire si tu l'as ressenti, mais en fait, c'est quelque chose qu'aujourd'hui, j'applique même dans ma vie en général. Quand je rencontre des gens pour les premières fois, bah, je sais que si vraiment ça m'intéresse ce qu'il me dit, bah, je vais faire en fait tout ça, tu vois. Je vais reformuler, je vais l'écouter, je vais poser mon téléphone, je vais regarder dans les yeux, je vais être à fond avec cette personne-là. Et l'échange ne sera que plus intéressant. Tu vois, retenir le prénom de la personne, c'est des trucs tout cons, mais en fait, ça crée une vraie relation, ça crée un vrai lien. Et moi, quand le patient, la séance d'après, j'ai beaucoup de jeunes, donc je les tutoie beaucoup. Salut Tom, comment ça va? Ça a été après la dernière séance, on a fait ça, ça et ça, et que tu devais faire ça le week-end dernier, etc. Ça n'a rien à voir. Non, exactement, ça fait une grande différence. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu des blessures que toi tu as eues dans ta vie? Tu as dit que tu en as eu pas mal. Donc, alors, j'espère que tu as le temps. Alors, et peut-être pour rester dans le cadre de la conversation, donc les blessures que tu as eues, et ensuite, bah, peut-être là où les approches que tu as suivies et que peut-être tu ferais différemment aujourd'hui par rapport à ce que tu sais maintenant. Alors, pour faire très rapide, je me suis quand même fait les 2 entorses, entorse des 2 chevilles, un syndrome rotulien, une hernie discale avec 3 infiltrations. Je me bloque tout le temps les cervicales dès que je fais des handstands. Je me suis luxé les 2 clavicules et les 2 épaules. J'ai été une épaule opérée et l'os qu'on m'a greffé s'est pété. Et je me suis fait entorse des 2 poignets. Je l'ai fait rapide, mais comme ça, tu vois que de bas en haut, il y a quand même un paquet de trucs. Ouais, c'est clair, c'est clair. Et donc,
quelles approches tu as suivies à cause de ces blessures, après ces blessures? Et est-ce qu'il y en a certaines que tu aborderais différemment aujourd'hui? Ouais, complètement. Alors, les premières blessures, c'était quand je faisais du rugby. Donc, j'ai fait 8 ans de rugby quand j'étais plus jeune. Donc, j'étais assez jeune et c'était les blessures qui se remettent tout seuls. J'ai jamais trop fait de kiné, quoi. Comme je te disais, quand j'ai commencé kiné, je connaissais pas trop. Mmh. Donc, c'est des trucs qui se guérissaient un peu tout seuls. Bah, ça, déjà, pour moi, c'est une erreur. Même une entorse de cheville qui se remet bien, faire un check, tu as toujours, en fait, des compensations qui se mettent en place. Je suis persuadé. J'ai des faiblesses musculaires qui sont installées aujourd'hui au niveau de ma cheville, au niveau de mes genoux, qui n'auraient pas été les mêmes si j'avais fait un peu d'enforcement spécifique juste après, mes blessures. Mmh. Mes deux plus grosses blessures, en tout cas, ça a été quand même mon hernie discale lombaire et ma luxation d'épaule. La luxation d'épaule, ça a été une énorme connerie de me faire opérer, mais j'étais en première année de kiné et du coup, je me suis un peu laissé prendre par mon médecin qui me conseille un chirurgien qui m'opère, qui en fait est un flanc. Avec le retour aujourd'hui, j'aurais jamais dû me faire opérer. Tu vois, j'aurais plutôt dû faire de la rééducation, du renforcement spécifique, blinder ma coiffe des rotateurs, me faire une musculature de bœuf et ne pas me faire opérer, Mmh. plutôt que d'aller mettre une plaque et une vis, plutôt deux vis et un bout d'os qui n'ont pas tenu au premier plaquage quand j'ai repris le rugby. Donc ça Mmh. a été une grosse erreur. Et moi, traitement du dos, ça a duré plus d'un an et une fois de plus, là j'étais jeune diplômé et j'avais peu de connaissances sur le traitement des hernies discales et sur le fonctionnement de la douleur. Et en fait, je me suis chronicisé tout seul à vouloir bien faire. C'est-à-dire que globalement, j'avais mal quand je me penchais en avant et j'étais bien debout et quand j'étais en arrière, donc avec le mouvement type un peu cobra. Et donc j'ai complètement arrêté de m'asseoir pendant vraiment une période, genre je mangeais debout, je faisais tout debout. Et donc en fait, je me suis rendu moi-même douloureux lombalgique chronique en allant trop loin dans l'extrême en voulant bien faire, tu vois. Et avec le recul, j'aurais sûrement réintégré beaucoup plus rapidement des exercices de flexion vers l'avant. Et avec le recul, j'aurais aussi traité mon problème de dos beaucoup plus tôt parce que, évidemment, j'ai laissé traîner. Comme tout bon crossfitter, je me suis entraîné à fond, à fond, à fond. Et je me suis fait traiter au niveau du dos que quand je pouvais plus soulever une barre. Donc ça, c'est le cas de beaucoup de sportifs, évidemment. J'ai le cas avec mes coureurs qui ne viennent te voir que quand ils peuvent plus courir. Enfin, tout le monde est un peu comme ça. Mais ouais, c'est ce côté-là qui aujourd'hui serait différent à mon avis. Pour cet aspect on va dire je ne sais pas si c'est le bon terme, la kinésiophobie, donc d'avoir peur d'un certain mouvement et donc tu le fais pas et donc du coup ça va peut-être pas en soi aggraver les choses, mais ça va en tout cas pas aider les choses du fait qu'il faut réintroduire du mouvement. Donc dans le cas de ton dos par exemple, comment est-ce que tu es revenu après cette longue période sans avoir fait de la flexion? Et comment est-ce que tu l'as réintroduite à ce moment-là, étant donné que, et j'imagine, ça a été plus dur de le faire après une longue période sans l'avoir fait que si tu l'avais fait à petite dose, mais plus tôt dans le temps. Alors, ce qui est intéressant, c'est que tu as utilisé le mot kinésiophobie, qui est quasiment le terme exact, donc la peur du mouvement. Mais moi, en fait, j'en avais pas peur. Mm. C'est plutôt que j'ai voulu vraiment bien faire et ne plus le faire. Et là, tu vois, une fois de plus, avec mon thérapeute qui était vraiment compétent, mais on a eu une période de plateau et on aurait pu le reprendre avant. Mais le jour où il m'a dit fais de la flexion, je l'ai fait de la flexion. Tu vois, je me suis pas dit non, 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 je vais me blesser, je vais me blesser. Mais on a trop tardé avant de la réintégrer, je pense. Et on aurait pu la réintégrer beaucoup plus tôt. Et le jour où j'ai commencé à la réintégrer, le jour même ou peut-être le lendemain, j'ai commencé à avoir une amélioration. Et après, comme pour n'importe quel mouvement que tu réintègres en augmentant doucement la force. Une flexion au niveau lombaire, en fait, tu commences allongé sur le dos et tu ramènes les jambes vers toi. Ou juste, en gros, tu fais bouger le dos, mais il n'y a aucune force. Et après, tu viens en position assise, te penches en avant. Et puis après, en position debout, tu penches en avant. Et puis après, tu finis sur du Jefferson Curl, donc dos rond. Tu descends tout en bas avec un poids et tu remontes. Et ça a pu être réintégré au moment où j'ai aussi repris le squat, le deadlift, où j'ai commencé à charger mes barres et compagnie. Une fois que tu parles là-dedans, tu vois que tu commences à sortir du tunnel. Tu es toujours dans le tunnel, mais tu vois la lumière, tu vois. Tu vois qu'à chaque séance, tu en fais un peu plus. Tu vois que t'es pas plus douloureux. Et une fois que tu as parti ça, mais voilà. Alors que la vraie kinésiophobie, c'est les patients, tu as beau leur dire que c'est pas grave, ils osent plus, ils vont ramasser leur stylo, ils sont dos droit, ils font les lacets, ils sont dos droit, ils font tout en chevalier servant, tu vois, par rapport au dos. Donc, et eux, ils sont flippés. Donc ça, c'est beaucoup plus compliqué à désamorcer parce que faut leur expliquer, tu leur expliques, mais ils ont quand même mal et du coup, ils ont peur de cette douleur parce que la douleur, elle a un vrai côté anxiogène pour beaucoup de personnes. Donc, tu as tout un processus d'échange, de déprogrammation de la douleur qui est hyper longue, mais est aussi très intéressante. Ouais, donc dans le cadre de ces douleurs chroniques, c'est une situation que j'ai vécue pendant plus d'une année et demie avec mon dos après m'être blessé et n'ayant pas, je travaillais trop, j'en faisais trop et j'ai juste pas pris le temps de prendre soin de moi et de me remettre sur pied. Ça va beaucoup mieux ces quelques derniers mois et
simplement j'en fais plus, mais plus intelligemment et aussi je dors plus, ce qui aide. Complètement. J'ai vu d'ailleurs, petite parenthèse, je voyais sur mon Instagram aujourd'hui, et je ne sais pas si c'est une étude récente ou pas, quelqu'un qui faisait une revue d'études qui regardait la relation entre le manque de sommeil et le mal de dos ou le potentiel de douleur au dos. Et il semblait y avoir en tout cas un lien qui était assez fort. Et je peux le dire d'expérience, je sais que si je dors pas, ou si je suis trop stressé ou parce que ça va ensemble, j'ai plus mal au dos. Dans ce contexte-là, donc tu reviens de blessure, parlons du dos par exemple, dans quelle mesure est-ce qu'il faut complètement éviter les douleurs par rapport à l'entraînement? Donc on fait une surcharge progressive qui part de très très bas, comme tu l'as mentionné, tu pars sur le dos et tu ramènes tes jambes. Donc comment est-ce que tu décides si les douleurs ou les sensations que tu as, c'est nécessaire, c'est trop ou c'est pas assez? Alors là, j'utilise 3 critères principalement. Et en fait, ces critères, je les utilise aujourd'hui chez quasiment tous mes patients et quasiment toutes les blessures. C'est un peu ma guideline sur le volume d'exercice, l'amplitude d'exercice, la charge d'exercice. Je me base vraiment sur ça. Et c'est pour ça que j'ai souvent pas besoin d'imagerie d'ailleurs pour savoir quel tissu fait mal, parce que justement, je vais me baser sur ça pour savoir plutôt est-ce que le tissu répond bien. Globalement, la douleur. Alors, on part évidemment d'un truc qui est pas hyper inflammatoire. Hein, donc, c'est pas je me suis blessé la veille sur un back squat ou je me viens de faire mon temps de suite. Mais tu vois, comme toi et moi, on a des douleurs qui traînent depuis plusieurs mois, avec sûrement plusieurs qui peut expliquer la douleur. Qu'est-ce que je peux faire ou pas? Déjà, il faut que pendant un exercice, donc on va prendre un mal de dos et du back squat, il faut que la douleur elle soit tolérable. Donc un patient qui dit que je fais un squat, j'ai mal à 8 sur 10, pour moi non. C'est déjà le squat, il faut trouver une alternative, un exercice plus facile. Ensuite, il faut pas que la douleur augmente à fur et à mesure des répétitions. Donc un patient qui me dit, vrai que quand je fais mes squats, j'ai mal à 2 sur 10. Ok, fais-en une dizaine. Comment tu te sens? Pire, mieux, pareil. Tu vois, comme je te disais tout à l'heure. C'est soit mieux, soit pareil, on continue. Si c'est pire, faut pas que ça dépasse de manière assez subjective 4-5. Sur une échelle de 0 à 10, 0 pas de douleur et 10 le pire truc imaginable. Après, évidemment, ça va dépendre du patient. Des fois, chez les patients, je tolère du 6. Des fois, chez les patients, je tolère du 2-3 parce que je sais qu'ils répondent pas. Mais tu vois, il faut que tu arrives à te fixer une limite et tu dises à ne pas dépasser. Je veux que mon patient, la douleur, elle est bien fortement diminuée 1 à 2 heures après l'effort et que le lendemain matin au réveil, il soit dans le même cas que s'il n'avait pas fait la séance. Ok. Donc, un autre exemple concret, une douleur au à la course à pied, tu vas courir 5 bornes, tu as mal à partir du 3e kilomètre, mais de 3 à 5, la douleur n'augmente pas et elle est à 3 sur 10, parfait. Par contre, le lendemain matin, les premiers points réveil, tu as mal, c'est mort. En fait, c'était trop. Tu vois? Et moi, c'est ce qui m'a manqué quand je me suis fait mal au dos, c'était que le matin au réveil, c'était la cata. Et après, quand j'allais m'entraîner, en fait, ça me faisait du bien parce que j'étais à chaud. Et limite, à la fin de mon entraînement, j'avais plus aucune douleur. Et c'est pour ça qu'en fait, moi, je me suis entraîné pendant des mois et des mois avec cette douleur parce que j'étais sur un truc qui était encore un peu inflammatoire. Et du coup, inflammatoire, quand tu es à chaud, quand tu bouges, ça te fait du bien. Sauf que quand tu es à froid, 2 heures après ou le lendemain matin au réveil, donc le matin au réveil, c'est là où tu es le plus à froid, et c'est là où tu sens un peu les pots cassés. Donc en fait, c'est comme ça que tu peux te doser et savoir un peu où tu en es au rééduc. Et donc, il n'y a plus de règles exactes et j'ai plus de nombre de répétitions précises. Tu vois, on parlait tout à l'heure des 3x10. Non, j'essaie de trouver une base que mon patient tolère et je pars de ça et j'augmente. Course à pied, c'est le plus pratique parce que c'est très linéaire. Donc, je peux lui dire, tu as fait 4 km, fais-en 5, ou tu as couru 20 minutes, va en courir 24. Et après, sur les sports comme le CrossFit, c'est beaucoup plus compliqué à mettre en place. Entre est-ce que je fais du tempo, est-ce que je fais du squat, est-ce que je fais du deadlift, est-ce que je fais des lunges, tu vois. Là, la contrainte, elle est beaucoup plus compliquée parce que tu sais pas combien de newtons, entre guillemets, ou quelle charge tu mets sur ta structure. Donc, c'est à toi de t'habituer, de regarder, OK, là, le squat, c'est pas passé, mais je sens qu'il peut bouger. Bon, je vais partir sur des fentes. Sûrement qu'il y aura moins de rétroversion de bassin en bas du squat grâce aux fentes, donc il sera sûrement moins sensible. Et tu essaies comme ça de tourner. Le but du jeu, c'est, comme tu l'as dit, c'est quand même de faire bouger, de mettre du mouvement. Ouais, super. Si on reste sur les blessures et on va parler de prévention de blessures, et dans les 2 sports que peut-être tu connais le plus, le rugby, le CrossFit, à ton avis et de ce que tu as vu jusqu'à maintenant, qu'est-ce qui manque comme élément dans les entraînements, dans les échauffements, pour les athlètes qui évoluent dans ces 2 sports? Et on va les distinguer, bien sûr, on va pas les mettre ensemble, même s'ils ont quelques parties communes. Mais qu'est-ce qui manque dans la majorité des programmes des rugbyman et qu'est-ce qui manque dans la majorité des programmes des crossfitters pour potentiellement prévenir certaines blessures qui ressortent souvent? Je vais pas parler des rugbyman parce que même si j'ai fait beaucoup de rugby, c'était avant ma pratique de kiné et depuis que je suis kiné et que je traite des patients, j'ai pas eu un énorme échange avec le rugby.
Ok. Donc, c'est un monde que je connais par ma pratique, mais que je connais pas par l'univers du soin. Donc, je vais pas m'avancer, même si j'ai des idées, parce qu'en fait, je vais te donner juste mon opinion et ça aura pas une grande valeur. On reste sur le CrossFit alors. Ouais, du coup, par rapport au CrossFit, ça va vraiment dépendre à mon avis, des blessures. De toute façon, je pense que le volume d'entraînement, il est à prendre en compte avec la récupération, mais ça, c'est facile, c'est valable pour tous les sports. Mais je trouve que le CrossFit, il a un côté très addictif. On voit facilement des personnes qui se mettent à faire du CrossFit 1, 2, 3 et 5 fois par semaine très rapidement, chose qu'on a moins dans d'autres sports. Tu vois, un rugbyman, sauf si vraiment il joue à un très haut niveau, mais globalement, le rugbyman classique, il va s'entraîner 2 fois par semaine et il aura le coureur à pied, en général, c'est pareil, il va se courir 3-4 fois dans la semaine. Tu prends un mec qui fait du tennis, tu vois. Le CrossFit, c'est vraiment ce côté extrêmement rapide avec un gros volume d'entraînement et souvent trop rapide pour les gens. Pour moi, ça, c'est un premier point qui peut expliquer des blessures. La récupération qui est pas toujours optimale. Tu vois, tu me parlais du sommeil. Moi, je suis un fervent défenseur du sommeil. Et là-dessus, les gens ne sont pas capables d'adapter leur sommeil, leur alimentation avec le volume d'entraînement qu'ils peuvent se mettre. Et pardon de te couper, petite parenthèse sur le sommeil. Est-ce qu'il y a, à ton avis, des praticiens ou des coachs qui ne sont pas des fervents défenseurs du sommeil? Alors, je pense personne ne sera contre, mais tout le monde ne sera pas autant pour que d'autres. Tu vois. Pour moi, il y a vraiment beaucoup encore à faire, à améliorer. Je m'intéresse beaucoup au sommeil depuis quelques mois, voire années, sur les éléments. Tu vois, tu as des gens, ils dorment 8 heures, ils sont claqués quand même. Qu'est-ce qu'ils peuvent mettre en place pour, grâce à ces 8 heures de sommeil, être en forme? Et est-ce que quand tu dors 5 heures et que tu te sens en forme, autant en forme que tu le penses? Tu vois, il y a plein de choses qu'on peut quand même améliorer vis-à-vis du sommeil, mais je pense en effet que rares sont les gens qui disent tu dors trop, tu devrais dormir un peu moins, tu seras plus performant. Là-dessus, je pense qu'on est d'accord. Ouais, ça va, je te laisse continuer sur les blessures du coup. Donc ça, c'est, on va dire, pour le CrossFit, c'est le côté un peu global, valable pour tout le monde. Après, je pense que ça va dépendre des blessures. J'ai pas mal bossé du coup sur les blessures de CrossFit. La zone numéro 1 qui ressort, c'est les épaules. Il y a pas mal fait d'études dans différents pays. Moi, je suis en train d'en écrire une là sur la France, où j'ai interrogé quasiment 4000 personnes. La blessure numéro 1 au CrossFit, c'est l'épaule, suivie de près par les lombaires et les genoux, mais c'est quand même l'épaule. Et pour moi, l'épaule, il y a plusieurs raisons qui l'expliquent. La première, enfin, elles sont pas par ordre de priorité, mais du coup, on va quand même sortir. Le manque de mobilité d'épaule. Okay, la plupart des gens qui composent le CrossFit, quand tu leur demandes lève ton bras derrière la tête, moi, ce que je leur dis aux patients, tout le monde ne le verra pas, mais toi, tu le vois, je leur dis quand tu lèves le bras, il faut qu'on puisse voir ton oreille. Les gens, on voit l'oreille, mais dans l'autre sens. Tu vois, il est bloqué là. Certains, on ne voit plus l'oreille, mais rares sont ceux où tu peux voir l'oreille parce que le bras va de l'autre côté. Tu vois, ça, c'est le premier point. Cette amplitude d'épaule qui est nécessaire au CrossFit, que les gens n'ont pas. Du coup, ils vont arriver 10 minutes à l'avance à la boxe. Ils vont faire 10 minutes de flexion max. Et derrière, ils vont faire du keeping. Donc, ils vont aller bourriner avec tout le poids du corps sur cette amplitude qu'ils n'avaient pas 5 minutes avant. Je caricature un peu, mais l'idée, vraiment, c'est ça. Ouais. Et donc là, tu vas mettre énormément de contraintes dans une zone articulaire et musculaire que tu ne maîtrises absolument pas. Là, tu as fait un super podcast avec Fred. Je sais que Guassus, avec qui tu bosses beaucoup, il est fervent défenseur actif. Tu en as déjà beaucoup parlé. Ce renforcement musculaire de fin d'amplitude, tout le système FRC là-dessus. Je crois que tu es formé à ça. Ouais, j'ai fait le FRCMS. Je suis formé aussi. Et vraiment, c'est une des trucs qui avait révolutionné ma kiné aussi, c'était ça. Donc ça, c'est le premier point. Deuxième point, un mauvais contrôle de l'articulation scapulo-thoracique. Tu vois, les gens lèvent le bras, ils savent pas pourquoi, ils savent pas ce qui se passe, ils connaissent leur humérus, mais ils connaissent pas leur omoplate et ils sont très souvent incapables de faire coulisser correctement leur omoplate sur le ride thoracique. Ça, c'est un deuxième point. Je pense, mais ça, c'est avec le volume d'entraînement qu'on passe trop souvent trop de temps suspendu ou trop rapidement. Tu vois, les gens, ils ont jamais fait de traction de leur vie, et ils vont commencer à faire, alors même en raison progressive, tu vois, avec des tractions que de l'excentrique et puis avec l'élastique, mais derrière ils vont faire des toes to bar et puis derrière ils vont faire du dead hang. Pour moi, c'était trop. Et derrière, il y a un vrai manque, à mon avis, de renforcement spécifique de la coiffe et de la stabilisation sur la partie un peu overhead. Donc, un déficit musculaire, tu vois, avec souvent une musculature antérieure, pas toujours en relation avec la musculature postérieure. Mais la coiffe, moi, je passe énormément de temps avec mes crossfitters à stimuler leur coiffe dans différentes positions, à renforcer en overhead, à renforcer en bas du squat. Tu vois, parce que l'engagement musculaire quand tu es en overhead debout et en overhead en bas du squat n'est pas du tout la même. Et ça, pour moi, c'est un vrai manque. Et c'est là où tu vois, une fois de plus, pour parler de cet échange entre le kiné et le coach, je suis même pas sûr que ça,
tu vois. Pour moi, la scapulo-thoracique, un coach est tout à fait capable de l'apprendre à quelqu'un. Tu vois, le scapula pull-up, le scapula push-up, très souvent, ils sont mal réalisés. Tu vois que les gens, ils en ont besoin, donc c'est génial. Je trouve que c'est un mouvement qui a été beaucoup démocratisé avec le CrossFit, et ça, c'est génial. Donc, je pense que le CrossFit a fait beaucoup de bien à beaucoup de gens là-dessus. La mobilité de fin d'amplitude, le CrossFit en parle énormément et c'est génial. Ils sont les premiers à prôner de la mobilité. GoWood fait du bien aussi à ça, même s'il y a une limite. Mais par contre, ce côté renforcement un peu spécifique de la coiffe, là, tu vois, c'est là où la limite entre les deux, la frontière est assez fine. Je saurais pas dire si c'est à la place du coach, parce que le coach peut faire des rotations externes, tu vois, on en voit de plus en plus, mais c'est plus suffisant. Tu vois, maintenant, on sait aujourd'hui, il y a du dentelé antérieur à bosser, il y a de la stabilisation. Là, la frontière est floue. Bien que le CrossFit te le travaille aussi, hein. Quand tu viens faire des overhead avec des lunges, avec une dumbbell, t'inquiète pas que ta stabilité d'épaule, tu vas la bosser. Mais voilà. En tout cas, par rapport à l'épaule, c'est un peu tous ces éléments-là, moi, qui me paraissent à travailler en prévention pour limiter le risque de blessure dans le CrossFit. Ouais, et tu as parlé donc de la région lombaire et des genoux aussi. Est-ce que là, on est encore une fois sur une dynamique d'une surcharge trop importante par rapport à la capacité de la personne, par rapport au contrôle de la personne? Qu'est-ce que tu déterminerais comme les causes principales de ces soucis-là? Alors, par rapport au rachis lombaire, là, j'aurais d'autres éléments. Déjà, la mobilité de ta chaîne, on va dire la mobilité de ton membre inférieur. Parce que si tu n'as pas la mobilité de cheville nécessaire quand tu squattes, par exemple, tu vas avoir un squat qui va de plus en plus ressembler à un good morning, donc avec ton tronc qui se penche vers l'avant. Et du coup, toutes les contraintes que tu pourrais mettre cheville-genou, tu vas tout encaisser en lombaire. Donc déjà, avoir une bonne mobilité globale pour que toutes les contraintes soient réparties de manière homogène, en tout cas, sur les différents piliers, un peu dans les lombaires, un peu dans les hanches, un peu dans les genoux, un peu dans les chevilles. Ça, c'est clair. Après, le CrossFit est un sport qui est extrêmement sagittal. Quasiment 95% des mouvements, c'est vers l'avant et vers l'arrière. Tu vois, c'est du squat, du GHD, du toes to bar, du front. C'est avant et arrière. T'as aucun mouvement dans les plans latéraux, quasiment, tu vois. Globalement, quand tu fais un peu de shuttle run, il n'y a plus personne. Les gens, les changements d'appui et compagnie, tu vois, là, moi qui ai fait beaucoup de rugby, depuis que je fais du CrossFit, je me sens lourd sur les appuis, je me sens beaucoup moins dynamique, je sens que j'ai plus ce changement de plan que j'avais avant, tu vois. Donc, je pense que travailler musculairement, tu vois, sur des inclinaisons ou en tout cas de la stabilité en unilatéral, tu vois, sur du farmer carry, mais à un seul bras, tu vois, des trucs comme ça qui peuvent être extrêmement intéressants avec du travail plus spécifique du gainage et du transverse. Les crossfitters n'ont pas de transverse. On se le dit, c'est sûr. Quand tu prends les mecs comme Fraser, les mecs comme Froning qui ont des tablettes de chocolat énormes, ou Olsen, mais leurs tablettes, elles sont à 2 mètres 2. Tu vois, ils ont un ventre à bière avec des tablettes de chocolat. Il y a un vrai manque de transverse, on le travaille jamais. Le nombre de filles qui ont des problèmes de fuite urinaire, c'est une catastrophe. C'est pas, ça commence, je trouve, on commence à en parler de plus en plus, et c'est génial. Alors après, il y a aussi les problèmes de périnée et compagnie qui peuvent être traversés, mais il n'y a pas de transverse, on le travaille absolument jamais. Tout est fait en explosif avec du grand droit. Donc ça, pour moi, c'est un vrai travail de prévention qui peut être aussi mis en place. On a une vraie mauvaise utilisation de la ceinture lombaire, je trouve, en CrossFit. La plupart des gens utilisent leur ceinture juste pour avoir un maintien passif, sans vraiment comprendre à quoi ça sert. Juste, la ceinture va m'aider à me tenir et puis je vois ce qui se passe. Ils comprennent pas ce côté caisson antérieur, venir mettre une pression, stabiliser son tronc, qui du coup aussi, je pense, peut aider au niveau du rachis, même si au final, après, c'est dans quelle mesure le matériel peut être intelligent. On peut en parler pour les genouillères, on peut en parler pour les protège-poignets. Tu vois la limite à quel moment il faut l'utiliser. Voilà, globalement, tu vois, c'est un peu ces éléments que je mettrais en place par rapport au rachis lombaire d'un point de vue prévention des blessures. Et c'est un peu ces activations-là. Et évidemment, on parle pas de problème technique. Hein. Évidemment, si tu as un deadlift de rond, la probabilité de te faire mal, même si le débat du deadlift de rond est en cours en ce moment, je pense qu'elle est quand même plus élevée. Le débat est toujours au goût du jour. Pour ce qui est du travail sur le transverse dont tu as parlé, est-ce que tu as des exercices phares que tu recommandes de manière générale qui, à ton avis, tous les crossfitters devraient le faire ou quelque chose comme ça? Alors, le premier exercice, ça va être déjà de savoir l'engager son transverse. Et en fait, tout devrait passer par là. Et moi, je passe des heures avec le patient allongé sur la table, le doigt sur la zone où je sens le mieux le transverse qui s'active, lui faire prendre conscience de ça. Et une fois qu'il maîtrise la contraction, la faire tenir. Parce que chez un crossfitter, lui faire juste un peu de transverse allongé sur la table, les genoux pliés, c'est pas du tout transférable à son activité. Tu vois, il n'y a pas d'intérêt. Donc, dans un premier temps, on est capable de le conscientiser, de le ressentir, et derrière, le transférer sur ses activités de force. D'accord? Parce que, autant quand tu fais un 1RM back squat, tu peux te dire, allez, essaie d'activer ton transverse. Autant quand tu fais, des WOD, des benchmarks, tu vois, des trucs comme ça, ou 30 clean and jerk 4 time et compagnie, tu peux pas
quand tu as le cardio à 2000, que tu es éclaté, te dire active ton transverse, active ton transverse. Donc en fait, ce qu'il faut, c'est plutôt de par ta préparation, de par ta préhab, avoir suffisamment activé, stimulé ton transverse pour que tu n'aies plus besoin d'y penser pendant ta pratique quand tu es à 2000 et que tu es plutôt en train de regarder le chrono et cracher sur ta barre. Tu vois donc en fait, ça va être au début au calme, à plat, concentré, j'active. Derrière, je transfère sur des activités un peu faciles, genre du dead bug, des trucs un peu, tu vois, des exercices de gainage dynamiques, mais qui restent encore assez faciles pour un crossfitter lambda. Et derrière, transférer cette activation du gainage sur du position, sur de la zéro, sur de la charge lourde et sur de la gym, tu vois. Combien ont une perte complète de leur fermeture du caisson antérieur sans activation de leur gainage lorsqu'ils font extraction et sont complètement creusés sur du strict. Tu vois, je te parle pas du mouvement du balancier, du butterfly qui peut se discuter, mais en strict, ils sont incapables de tirer tout en verrouillant ici, en ayant cette activation au niveau du raciste. Donc derrière, c'est savoir transférer là-dessus. Mais pour les crossfitters, ouais, c'est hyper intéressant. Super intéressant, comme tu l'as dit. Tu as mentionné tes formateurs en STAPS. Quels sont les éléments fondamentaux que toi, tu essayes de transmettre aux étudiants? Alors, ça a coupé après formateur en STAPS, excuse-moi. Pas de souci, je relance. Donc, en tant que formateur, quels sont les éléments principaux que tu essaies de transmettre aux étudiants? Alors, moi, le nom de mon module, c'est anatomie fonctionnelle et prévention des blessures. Plus ça va et plus j'essaie de gratter des heures avec les STAPS pour pouvoir reprendre un peu d'anat parce que vraiment je trouve qu'il y en a besoin et que c'est primordial dans le métier. Donc maintenant j'ai un peu plus d'heures, donc j'ai pu majorer un peu mon temps sur l'anatomie fonctionnelle. Donc l'anatomie fonctionnelle, c'est ce qu'on a vu ensemble, ce que je t'explique en début de podcast. Hein, c'est pas juste l'humérus présente à décrire quatre côtés, dont un plus gros que l'autre, mais voir derrière comment c'est intéressant dans la pratique sportive. Et prévention des blessures, moi ce que j'adore, une définition que j'utilise beaucoup dans la blessure, c'est appliquer plus de contraintes à un tissu que ce qu'il est capable d'encaisser. Et une fois que tu as compris ça, tu comprends que tu as un tissu au milieu, les contraintes et sa capacité. Donc les contraintes, c'est qu'est-ce que tu lui fais faire. Et donc, essayer d'expliquer au staff la différence de contraintes entre du statique, du dynamique, de l'excentrique, de la plio, et sa capacité à en encaisser. Ça va dépendre du tissu. Un ligament, un tendon, un nerf, un os n'auront pas les mêmes critères d'évolution. Et prendre son patient dans son ensemble, comme on a vu ensemble son sommeil, son alimentation, mais aussi tous les autres éléments qui vont être sûrement un peu plus psychosociaux, mais qui vont jouer sur sa récupération. Et dernier point, quand on parle les contraintes qu'on applique au tissu, c'est pas que les contraintes mécaniques, comme je t'ai expliqué, concentriques, extatiques, la charge, mais c'est tout ce qui va avec. Globalement, le terme que j'utilise beaucoup, c'est le load, donc la charge. Mais en fait, la charge, c'est plus que ça. Ça va être, est-ce que l'on patient, ça charge sur le jour même, sur la semaine, mais sur le mois? Ça va être comment est l'univers du patient du client, pardon, ou du sportif quand il s'entraîne. Est-ce qu'il est motivé à le faire? Est-ce qu'il y a une bonne ambiance? Est-ce que c'est un exercice qui est plaisant pour lui? Tu vois, tous ces éléments-là. J'ai l'impression, et en écoutant beaucoup de podcasts aussi, dont certains des tiens, ou qui sont très intéressants, où c'est tout ce qui va avec. Et donc, c'est un peu leur expliquer un petit peu tout cet univers, tous les éléments à prendre en clé, tous les éléments clés à prendre en compte pour que lorsqu'ils donnent des éléments à leurs clients, bah, ils aient bien tous les tenants et tous les aboutissants pour que la blessure n'arrive pas. Et pas juste se dire, bah, c'est bizarre, j'ai donné du squat en tempo, Emric m'a dit que c'était moins contraignant que du squat explosif, et pourtant il s'est fait mal. Ouais, mais peut-être qu'il n'y avait pas tous les autres paramètres. Ouais, super intéressant. Emric, j'ai une dernière question pour toi aujourd'hui. Quel est le sujet ou quels sont les sujets qui te passionnent à l'heure actuelle et que tu es en train de creuser pour toi-même? Le sommeil, comme je te disais, tout ce qu'on pourrait mettre en place pour optimiser, les conditions dans lesquelles tu te couches, ce que tu peux boire, ce que tu peux manger avant, la caféine évidemment, les limites, le système nerveux, tout ça c'est hyper intéressant, j'aime beaucoup. Et après, bah, cette dernière partie dont je viens de parler, le fameux load, la quantité de charge, sortir un peu de ce côté juste le tonnage, tu vois, ça dingue des gens qui réfléchissent en tonnage. Globalement, je vais faire 1000 kilos. Non, ça veut rien dire, tu vois. Ça dépend de beaucoup trop de paramètres. Et donc, essayer de mieux comprendre comment programmer, entre guillemets, bien qu'une fois de plus, je sais bien que je suis pas coach. Et en fait, plus ça va, moins je me forme en kiné et plus je me forme dans cet univers du coaching. Tu vois. Je voulais faire une formation Exos, je sais pas si tu connais. Ouais. Je trouvais vraiment intéressante, mais malheureusement qui avait été annulée à cause du Covid. Mais tu vois, c'est vraiment dans cet univers-là que j'aime partir parce qu'en fait, avec mes patients sportifs, je dis pas que je connais tout à la kiné, mais à un moment, un tendon, il va cicatriser en tant de temps, un ligament, il va cicatriser en tant de temps. À moi de mettre en place les bons paramètres pour faciliter. Et au final, bah, je trouve que ce qui va me permettre de faire ça, c'est de trouver le bon dosage précis. Donc en fait, pour moi, aujourd'hui, être un meilleur thérapeute,
c'est d'être beaucoup plus précis dans ce que je peux donner à mon patient à faire. Et un peu moins dans, comme tu me parlais, de la fameuse technique sur-côté ou sous-côté, mais plutôt, vu que c'est quand même des sportifs, ce dosage-là. Ouais, donc pour que tout le monde se rappelle bien de cette fin qui est importante, il y a du travail à faire à la maison. C'est pas juste aller s'asseoir sur la table ou aller se coucher sur la table et attendre que les choses se passent. Émeric, pour terminer, où est-ce qu'on peut te retrouver sur les réseaux sociaux pour ceux qui souhaiteraient suivre ton travail d'un peu plus près? Alors moi, ce serait sur Instagram et sur YouTube. Donc j'ai une chaîne qui s'appelle Aime ton kiné, donc où je vulgarise pas mal aussi bien la partie kiné que la partie sport, tu vois, qui du coup trouve une frontière assez limite avec pas mal de body painting, tu vois. Je te parlais Mhm. d'anatomie. Je trouve que mettre ça en place, beaucoup mieux visualiser les insertions musculaires, le mouvement du muscle, le mouvement des os, des articulations pendant que ça bouge, c'est hyper intéressant. Donc ça, j'essaie de vraiment vulgariser ça, démocratiser ça sur Instagram, Aime ton kiné, et sur YouTube aussi. De manière beaucoup plus compréhensible parce que le format d'une minute est quand même un petit peu court. Ouais, c'est clair. Donc, pour ceux qui sont intéressés, les liens sont dans la description du podcast. Donc, allez suivre Émeric sur Instagram et sur YouTube. Émeric, merci encore d'avoir participé aujourd'hui. C'était un plaisir de te recevoir. Bah, merci pour ton invitation. Et puis, je tiens à dire que c'est un honneur parce que franchement, quand je vois les noms qui sont passés avant moi et depuis le temps que j'écoute ton podcast, merci beaucoup de ton invitation. Je trouve ça hyper cool. Bah, écoute, c'est un grand plaisir. Merci à toi et merci d'écouter et de partager ça avec tout le monde. Et je te souhaite à tout bientôt. À bientôt.